Bienvenue à ceux qui sont là. Je vous rappelle qu'au regard du contexte de l'épidémie de Covid-19, à titre tout à fait inhabituel, nous tenons cette assemblée à huis clos et hors la présence physique des actionnaires, des autres personnes qui ont le droit ou le devoir, je pense à un commissaire aux comptes, d'y assister. Cette assemblée générale fait l'objet d'une retransmission en direct via l'application Zoom et vous pourrez également la revoir en accédant à notre site. Vous aviez la possibilité d'adresser à la gérance des questions écrites et nous constatons qu'aucune question n'a été adressée. Il n'y aura pas non plus de questions lors de cette assemblée, comme dans toutes les assemblées générales à huis clos. Nous allons donc constituer le bureau et j'invite Pascal Macios, actionnaire présent, à remplir les fonctions de scrutateur. L'acceptez-vous, monsieur Pascal? Avec plaisir. Parfait. J'invite également Jean-Marc Moriani, second actionnaire présent, à remplir les fonctions de scrutateur. Acceptez, Jean-Marc? Parfait. Le bureau ainsi composé désigne notre directeur juridique, Charles Wacknin, afin de remplir les fonctions de secrétaire. Je tiens à préciser la présence parmi nous, outre les représentants du gérant Grégoire Santi et Jean-David Blas, de nos commissaires aux comptes, KPMG et RSM, représentés par Gérard Gautry et Fabien Crégu. Notre assemblée générale est mixte, elle comportera des résolutions ordinaires comme extraordinaires, ainsi qu'elles vous seront présentées et détaillées par la suite. Je vous précise enfin que nous n'avons reçu aucune demande de dépôt de résolution ou de point à l'ordre du jour de la part des actionnaires. Et donc l'Assemblée se terminera à l'issue du vote des résolutions au nombre de 26. Je constate, d'après la liste des formulaires de vote retournés à la Société Générale, qui est gestionnaire de notre titre, que les actionnaires présents ou représentés représentent 846 027 actions et 1 528 806 droits de vote, soit 40,185% des actions de catégorie ayant droit de vote. Les actionnaires ayant voté par correspondance représentent 496 400 actions, soit 23,58% des actions ayant droit de vote. Les actionnaires ayant donné pouvoir au président représentent 349 627 actions, soit 16,61% des actions ayant droit de vote. Le quorum peut sembler un peu faible, mais il a été retardé, il n'a pas été aussi important que nous l'espérions, du fait sans doute de problèmes postaux, et nous n'avons pas reçu tous les pouvoirs des actionnaires ayant retourné leur pouvoir. Mais nous avons quand même le quorum, puisque le quorum sur première convocation est de 20% des actions ayant le droit de vote, et le quorum à atteindre pour la première convocation de l'AGE est de 25%. Les quorums requis par la loi sont donc réunis et l'Assemblée pourra valablement délibérer en sa forme ordinaire et extraordinaire. Et donc, je déclare l'Assemblée générale mixte valablement ouverte. Je vous rappelle l'ordre du jour. D'abord, au titre de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire, nous avons un certain nombre de délégations. On vous les présentera de façon résumée et plus simple dans le tableau fait partie de notre présentation. Vous verrez que nous renouvelons pour l'essentiel les autorisations que nous avions déjà dans le passé en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou même d'actions préférentielles pour un certain nombre, dans un certain nombre de cas. Voilà, je ne vais pas les citer tous, nous les reverrons dans le courant de cette Assemblée générale. Et enfin, la compétence de l'Assemblée générale ordinaire, l'approbation des comptes annuels, bien sûr, l'approbation des comptes IFRS pour l'exercice clos au 31/12/2019, le quitus à la gérance, l'affectation des résultats, l'approbation des conventions réglementées, le renouvellement de Madame Sophie Milly, le renouvellement du mandat de Madame Valérie Chapoulot-Floquet, le renouvellement du mandat de M. Arnaud Benoît, la démission d'un membre du Conseil et la nomination d'un nouveau censeur, la fixation de la rémunération annuelle globale allouée au Conseil de surveillance, l'approbation des informations mentionnées à l'article L225-37-3I du Code de commerce relative à la rémunération des mandataires sociaux, l'approbation de la politique de rémunération des membres de la gérance, l'approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance,
Et enfin, l'autorisation de la gérance en vue de l'achat par la société de ses propres actions et délégation de pouvoir. Selon l'usage, je propose de procéder à un résumé des rapports du gérant et du conseil de surveillance à l'Assemblée générale. Vous trouverez néanmoins l'intégralité de ces documents mis à votre disposition en ligne sur le site internet de la société sous la rubrique Finances, onglet Assemblée générale du 17 juin 2020. Et vous trouverez aussi le rapport sur le gouvernement d'entreprise qui est intégré dans le document d'enregistrement universel. En ce qui concerne le rapport du gérant, les éléments financiers et relatifs à l'activité mentionnés au rapport du gérant vous seront détaillés ultérieurement durant cette Assemblée générale. Nous vous précisons que la société n'a pas vocation à détenir des filiales au sens de l'article L. 233.1 du Code du commerce, mais uniquement des participations au portefeuille. Néanmoins, dans le cas de la détention de ces participations, nous vous informons que la société détient une filiale dans laquelle elle dispose de la majorité du capital et des droits de vote. Cette filiale, détenue conjointement avec Fontaine-Pajot, est la société La Compagnie du Kairos, holding de tête du groupe Dremio Charter. Enfin, en ce qui concerne la société, son autocontrôle se limite aux contrats de liquidité et au mandat de rachat d'actions tels qu'ils ont été autorisés par les précédentes assemblées générales. Rapport du conseil de surveillance. Ce rapport est à votre disposition au siège social de la société et est disponible en ligne sur le site internet. Pour l'exercice, le conseil, composé de 12 membres et de 200 heures fin 2019, a alloué une rémunération totale de 167 012 €, répartie entre les membres conformément aux règles en vigueur dans la société, avec une partie de la rémunération versée au prorata de la présence de chaque membre. Le Conseil, après examen des comptes annuels des conventions réglementées de l'exercice 2019, du rapport du président du Conseil sur le contrôle interne, n'émet aucune réserve et confirme le respect des dispositions du Code AFEP-MEDEF. Le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Ce rapport, comme je l'ai déjà indiqué, est inclus dans le document d'enregistrement universel. Ce rapport détaille la composition du Conseil, les différents mandats détenus par les membres, ainsi que leur biographie succincte et les rémunérations versées. Le rapport sur le gouvernement d'entreprise n'a relevé aucune anomalie dans le contrôle interne, ni dans la constatation du contrôle interne réalisé par le gérant dans le cadre de ses obligations en tant que société de gestion agréée à IFM. Les conflits d'intérêts potentiels et avérés ont également été analysés, sans qu'aucune anomalie ne soit constatée. Par ailleurs, vous noterez qu'au cours de l'exercice 2019, la société n'a pas conclu de nouvelles conventions réglementées. Les autres conventions réglementées, c'est-à-dire la convention de gestion qui lie Nextage AM, le gérant à Nextage, est toujours en vigueur et n'a pas été modifiée. De plus, nous rappelons que le gérant héberge la société à titre gracieux. Enfin, vous noterez qu'à la suite de la transposition de la directive 2017-828, des droits des actionnaires 2, la société est désormais soumise au régime français du CNP, issu de la loi Sympa 2, en tant que société en commandite par action cotée. En conséquence, petit 1, la politique de rémunération concernant le gérant et les membres du conseil de surveillance sera approuvée ex ante. Petit 2, la rémunération effectivement versée au gérant et au président du conseil de surveillance lors de l'exercice précédent seront, eux, approuvés ex post. Enfin, en ce qui concerne les documents, tous les documents prévus par la législation en vigueur ont été mis à la disposition des actionnaires au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société 15 jours avant la présente réunion et ont été adressés à ceux des actionnaires qui en ont fait la demande dans les conditions prévues par la loi. Enfin, une copie du DEU a été mise à disposition en ligne sur le site internet de la société. Bien. Je déclare donc ouverte cette assemblée générale mixte. Nous allons dans un premier temps vous exposer une synthèse de l'année 2019 ainsi que les informations financières clés de la société, puis les commissaires aux comptes vous commenteront leur rapport. Ensuite, nous vous présenterons une mise à jour du portefeuille ainsi que des éléments d'information relatifs à la crise du Covid-19
et à l'évolution de l'ANR, et en particulier à l'occasion des comptes du premier trimestre. Enfin, nous ferons un point sur la gouvernance de la société, puis nous exposerons brièvement le contenu de la résolution ainsi que le résultat des votes pour chaque résolution, puisque le résultat des votes, compte tenu des modalités de réunion de l'Assemblée, nous le connaissons déjà. Et je passe donc la parole à nos gérants, messieurs Grégoire Santi et Jean-David Das, pour nous faire un résumé de l'exercice passé. Grégoire, à toi. Merci, cher Jean-François. Je vais vous faire une synthèse des principaux axes de l'activité de l'année 2019 et Jean-David reviendra après sur la partie de l'information financière. Donc, quatre idées fortes à retenir. D'une part, la poursuite de l'activité d'investissement et de réinvestissement, avec au total 45,9 millions d'euros qui ont été investis, en ligne avec l'objectif d'investissement initial qui était de 50 millions d'euros. Deuxième point, une hausse de l'ANR à 260,5 millions d'euros et de l'ANR par action ordinaire à 122,5 euros au 31 décembre 2019. Troisième axe, une solide performance économique du portefeuille avec un TRI brut du portefeuille investi en progression de 16,6% et une croissance annuelle du chiffre d'affaires moyen pondéré des participations des sociétés du portefeuille de 16%. Quatrième et dernier point, la poursuite du développement d'une plateforme de private equity multistratégie, et comme nous aurons l'occasion de le réévoquer dans un instant. Si on passe à la slide suivante, donc sur le premier point, nous avons donc investi au total 45,9 millions d'euros au 31/12/2019, 35,7 millions d'euros d'investissement sur 4 nouvelles participations, Bagatelle à hauteur de 11,9 millions d'euros, Locamode à hauteur de 8,6 millions d'euros, Iseop 7,2 millions d'euros dans le domaine de l'intelligence artificielle et Port Ad Hoc dans le domaine des ports de plaisance et à flot et à sec, pardon, à hauteur de 8 millions d'euros. Et puis nous avons investi 10,2 millions d'euros sur 6 participations, Lonsdal, Dreamio Charter, Linksea, Adopt, Bagatelle et Woodrive. La hausse de l'ANR s'élève à 260,5 millions d'euros. Donc l'ANR au 31/12/2019 a progressé de plus 14,8% à 260,5 millions d'euros contre 226,9 millions d'euros au 31 décembre 2018, avec une appréciation de la juste valeur du portefeuille. Pour mettre les choses en perspective, 10 sociétés ont été revalorisées à la hausse, 5 à la baisse. Les investissements conclus en 2019 dans Bagatelle, Locamode et Iseop et Port Ad Hoc n'ayant pas fait l'objet d'une revalorisation compte tenu de leur caractère trop récent. Intégration du produit de l'augmentation de capital par placement privé de juillet 2019, 22,4 millions d'euros auprès d'actionnaires historiques et de nouveaux actionnaires institutionnels et individuels. L'ANR par action ordinaire au 31 décembre 2019 a progressé de plus 4,1% à 122,54 euros contre 117,71 euros au 31 décembre 2018. Alors, si on passe à la slide suivante, troisième point, une solide performance économique du portefeuille avec un TRI brut qui a progressé de 16,6% et une croissance annuelle du chiffre d'affaires moyen pondéré de 16%. L'ANR annualisée a progressé de 16,6% et de 17,2% si neutralisé des investissements de 2019. Je rappelle un point qui est très important pour la bonne compréhension des 19 sociétés du portefeuille, c'est le fait que la maturité moyenne, c'est-à-dire l'âge moyen des sociétés dans le portefeuille de NextEdge est de 2,1 ans. C'est-à-dire que tous les investissements ont été réalisés en moyenne, si on prend les 19, il y a 2,1 ans, puisque tous les investissements n'ont pas été réalisés, évidemment, à partir de 2004. Ce point-là est un point central
bien comprendre la gestation progressive de l'ensemble du portefeuille. La croissance annuelle du chiffre d'affaires moyen pondéré du portefeuille était de 16%, dont 14,7% en croissance organique réalisée sur la quasi-totalité des participations. Quatrième point fort sur ce qui caractérise l'année 2019, c'est la poursuite du développement d'une plateforme de private equity multistratégie, avec en particulier l'investissement réalisé dans Atrim, dans de l'investissement immobilier hôtelier et de l'investissement immobilier tout court, avec plus de 600 millions d'euros de progression au cours de l'année 2019 et un actif et un engagement en progression de 1,9 milliard d'euros à fin 2018 et à 3,4 milliards d'euros à fin 2019. Donc, ceci fait apparaître l'ampleur de la progression de Atrim là-dessus, et avec un renforcement organisationnel et le recrutement de 3 personnes clés, 3 directeurs généraux délégués, dont une des 3 était l'ancienne directrice juridique d'une petite entreprise qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Nexia, plus forte collecte de son histoire, avec une collecte nette de 46% et une poursuite d'une forte dynamique sur les premiers mois de l'exercice en cours. Je rappelle que Nexia est un investissement suivi par Jean David et par Aloïs de Fontaine, et que Atrim est un investissement suivi par Nicolas de Saint-Etienne. Et avec un environnement favorable et solide, une solide dynamique de l'activité d'investissement dans l'immobilier, je pense en particulier au SCPI. Si on regarde l'actif global géré, donc de NextEdge AM, directement et indirectement, au total, on est à un peu plus de 5,3 milliards d'euros au 31 décembre 2019. C'est important de comprendre un petit peu comme pour une banque, par exemple, où on parle des fonds propres et au total des AUM. Le parallèle mais ça montre un peu la perspective et ce qu'on construit étape par étape dans le temps au travers de NextEdge SCA. Alors, si on passe sur la slide suivante, avant de passer la parole à Jean-David, donc pour récapituler, l'ANR 260,5 millions d'euros, l'ANR par action à 122,54 euros, en croissance de 4,1% par rapport au 31 décembre 2018 qui était à 117,7 euros. Résultat net part du groupe 14,1 millions d'euros contre 14 millions d'euros au 31-12-2018 et un bénéfice net par action de 7,03 euros contre 7,33 euros au 31 décembre 2018. Performance de l'ANR investie de 11%, montant total des investissements, on l'a évoqué, 45,9 millions d'euros, multiple moyen d'acquisition de 8,1 en multiple d'EBITDA, ce qui, à fin décembre 2019, situait NextEdge à environ 20-25% en dessous de ce qu'on observe sur la moyenne du marché par rapport à l'indice Argo Soditic. Et les multiples de valorisation, c'est important de bien avoir ça présent à l'esprit, et de 7,6 fois l'EBITDA. Donc, mesdames et messieurs les actionnaires, nous avons des valorisations prudentes et 7,6 fois l'EBITDA. Ça montre que NextEdge à ce prix est un prix d'une valorisation qui est raisonnable. Jean-David, je te passe la parole pour la partie suivante. Merci Grégoire. De toute façon, l'année 2019 nous paraît déjà bien loin, donc on va essayer de passer rapidement sur les chiffres 2019 pour pouvoir passer un peu de temps sur les évolutions depuis le premier trimestre. Donc, si on regarde un peu la performance cumulée de l'ANR investie, on s'aperçoit qu'il y a 69,4 millions d'euros de plus-value latente au 31 décembre, que c'est en progression, c'est une performance de 39%. Et si on regarde au niveau de la performance annualisée de l'ANR investie, on s'aperçoit qu'on est à 11% et que ça se répartit encore, là encore, il y a eu un bel effort l'année dernière et on reviendra un peu sur ces éléments.
Au niveau de notre actif net réévalué, on a 240,7 millions d'euros de participation et 19,8 millions d'euros de trésorerie et disponibilité nette si on fait la photo au 31 décembre. C'est donc une progression de 4,1% par rapport à 2018, qui est assez régulière et assez en ligne avec les années précédentes. Au niveau de l'évolution de l'ANR, on voit bien l'impact de l'augmentation de capital, et d'ailleurs on remercie nos actionnaire qui ont participé, parce que c'est important pour nous de pouvoir sécuriser cette augmentation de capital dernière. On a également, donc finalement on s'aperçoit que cette progression d'ANR est à la fois liée à l'augmentation de capital et à des plus et des moins-values latentes constatées sur certaines de nos participations. On a nos revenus de dividendes qui ont contribué également pour 2,7 millions d'euros. Nos charges récurrentes, donc aujourd'hui nos revenus de dividendes n'arrivent pas encore à matcher totalement nos charges récurrentes, mais c'est un objectif de gestion. Nos charges récurrentes qui ont été négatives à 4,9 millions d'euros et ce qui nous donne un ANR de 260,5 millions d'euros au 31 décembre. Au niveau du compte de résultat, en fait, l'année 2019, on s'aperçoit qu'elle ressemble étrangement et beaucoup à l'année 2018 en termes de chiffres, puisque en 2018, nous avions réalisé 14 millions d'euros de résultats nets et en 2019, nous avons réalisé 14,1 millions d'euros de résultats nets, ce qui correspond à un résultat par action de 7 euros. Au niveau du bilan, il est sain. Il est sain puisque nous avons 260 millions d'euros de capitaux propres pour 800 000 euros de passifs courants. Donc, c'est un bilan qu'on va dire bien capitalisé. Et il n'y a pas de fait notable, si ce n'est une diminution de nos trésoreries, puisque à la fin 2019, nous avions 19 millions d'euros de trésorerie, alors que nous en avions 47 à la fin 2018. Ce qui me permet de passer la main à nos commissaires aux comptes, si on peut leur donner la parole. Sur ces comptes. Allô? Oui. Gérard. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Vous m'entendez? Bon, très bien. Écoutez, bonjour à tous. Dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire, donc, nous avons émis 3 rapports. Donc 2 rapports sur les comptes et un rapport sur les conventions réglementées. Donc, je vais me permettre de vous les résumer. Le premier rapport donc, concerne les états financiers IFRS, donc en exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales. Nous avons mené l'audit des états financiers IFRS de votre société. Nous certifions que les états financiers sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine. Nous rappelons après que nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et que nous l'avons fait dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables. Enfin, dans le corps du rapport, nous rappelons le point clé de l'audit. Effectivement, le point clé de l'audit concerne les actifs financiers, bien évidemment. Et donc, nous avons mené des travaux spécifiques qui sont décrits dans notre rapport. Je ne vais peut-être pas les énumérer tous. Enfin, nous rappelons que nous avons été nommés pour le cabinet RSM par l'Assemblée générale du 2 novembre 2016 et pour le cabinet KPMG par l'Assemblée du 23 mars 2015. Donc, voilà pour le rapport sur les états financiers IFRS. Le rapport sur les comptes annuels, écoutez, c'est un petit peu la même chose. Donc, je rappellerai juste que nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé. Les autres mentions sont les mêmes que dans notre rapport sur les comptes IFRS. Enfin, le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. Comme le président vous l'a rappelé, nous n'avons pas de convention nouvelle et nous rappelons les conventions déjà approuvées antérieurement. Donc, il s'agit de la rémunération du mandat de gestion,
de l'hébergement à titre gratuit et enfin de la création d'un véhicule dans le cadre d'un investissement dans le Dream Yacht Charter. Donc, c'était les 3 conventions qui ont déjà été approuvées lors d'exercices précédents. Donc, voilà pour ces 3 rapports pour l'Assemblée générale ordinaire. Parfait, merci beaucoup, Gérard. On va poursuivre donc par un point rapide sur nos participations, sachant qu'on fera un focus sur les 5 premières par ordre d'importance dans le bilan IFRS et bien sûr sur les investissements réalisés en 2019. Donc je cède la parole de nouveau au duo Grégoire Jean-David. Absolument. Donc nous avons au 31 décembre 2019, 19 sociétés dans le portefeuille. Et comme évoqué précédemment, 4 nouveaux investissements qu'on a évoqués tout à l'heure. Bagatelle, dans le domaine des restaurants festifs un peu partout dans le monde. Locamode, dans le domaine de la location de matériel de chantier. Iseop, dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée au langage naturel. Et Poradoc, le leader privé du secteur de la plaisance en France, des ports de plaisance. Pas de la plaisance, mais des ports de plaisance. Donc, si on regarde ensuite quelles sont, sur la page suivante, les participations les plus importantes, donc vous avez Fountaine Pajot, qui est le numéro 2 mondial du marché du catamaran, qui a connu un exercice 2019 en progression forte de 17%, qui avait fait l'année dernière un exercice remarquable et qui a publié, puisque leur exercice se clôture au 31 août, un premier semestre à fin février, qui était également remarquable. C'était juste avant le début de la crise du Covid. Voilà. Atrim a eu une croissance de 89% de son chiffre d'affaires en 2019, qui a été une année exceptionnelle pour Atrim. Dream Yacht a fait une année 2019 avec 11% de croissance de son chiffre d'affaires, donc en bonne progression, mais un petit peu en dessous des taux de progression des années précédentes. Steelshed a eu une croissance de 3% de son chiffre d'affaires l'année dernière. Steelshed, c'est cette plateforme digitale qui est le leader en Europe et qui se développe très fortement en Afrique sur la vente de bâtiments modulaires métalliques en kit et envoyés par FedEx ou par DHL, et qui a une situation qui est très, très saine, très forte. Et Bagatelle, l'un de nos derniers investissements réalisés en 2019 par Jean-David avec Aloïs de Fontaine, qui a connu une bonne année 2019, qui évidemment aura une année 2020 qui sera plus contrastée. Le poids cumulé dans l'ANR investi de ces 5 participations représente 50,3% de l'ANR investi au travers de ces 5 sociétés. Voilà, si on passe à la page suivante, Jean-David, peut-être si tu veux dire un mot de Bagatelle et de Poradoc, et je dirais un mot sur les EOP et sur le Locamode. Alors, on a 2 situations très contrastées entre Bagatelle et Poradoc. Je rappelle que Bagatelle est une chaîne de restaurants qui a été créée par Rémi Labat et Émeric Clément à New York et qui s'est développée progressivement dans une dizaine de locations dans le monde. Bagatelle, effectivement, comme tu le rappelais, faisait une année 2019 en forte croissance. Et bien évidemment, la crise du Covid a mis à l'arrêt notre activité. Alors, dans les mauvaises nouvelles, la moins mauvaise, c'est que c'était probablement le meilleur moment pour que la crise se déclenche, parce que nous venions de finir notre saison à Courchevel et nous n'avions pas encore entamé notre saison à Saint-Tropez. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même pouvoir mener la saison à Saint-Tropez puisque 2 de nos restaurants sont ouverts. La mauvaise nouvelle, c'est que la clientèle internationale, a priori, ce sera rare cet été à Saint-Tropez
Donc, une partie du chiffre d'affaires qu'on réalisait avec cette clientèle internationale ne sera pas continuée, enfin ne sera pas en tout cas en 2020. Mais il y a un gros travail de fait. On peut saluer le directeur général du groupe Baguetel, qui fait un énorme travail auprès des banques, qu'elles soient américaines, anglaises ou françaises, pour sécuriser la trésorerie dans cet environnement compliqué. Et pour l'instant, en tout cas, on a eu des bonnes nouvelles et on est soutenu par nos partenaires bancaires, ce qui nous permet d'envisager de faire d'éventuelles opérations pendant cette période. Voilà, sur Baguetel. Alors, je disais que c'était contrasté, puisque Poradoc, lui, en revanche, a pu continuer son activité pendant la crise du Covid. On a 95% de notre chiffre d'affaires qui est assuré pour l'année 2020, ce qui est, dans le contexte qu'on va qualifier plutôt satisfaisant. Je rappelle que Poradoc est une société qui s'est spécialisée dans la gestion de ports de plaisance et de ports à sec en France et en Europe, et que nous sommes rentrés à l'occasion d'une opération en Hollande pour justement devenir un des premiers opérateurs en Hollande dans ce domaine. Et la Hollande est composée de beaucoup de marinas, et donc c'était intéressant pour Poradoc de pouvoir s'implanter autour notamment d'Amsterdam dans ce domaine. Donc il y aura des acquisitions, il y a un conseil qui est prévu de Poradoc avec quelques acquisitions qu'on va étudier pour essayer effectivement de profiter de ce mouvement de consolidation post-Covid. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur Poradoc. Concernant ISEOP, donc ISEOP est une société qui a développé une plateforme d'intelligence artificielle appliquée au langage naturel et qui a pour objectif de permettre à de très grandes entreprises de se développer beaucoup mieux en exploitant les volumes de données considérables qu'elles détiennent sur leur activité et sur leurs clients en particulier, et pour les transformer en langage naturel, parce que, comme cette Assemblée générale en témoigne, nous ne parlons pas que en chiffres, nous parlons en langage naturel, et c'est comme ça que les êtres humains arrivent à s'emparer de la valeur des datas captées par ces entreprises. L'entreprise continue étape par étape son développement. Il reste encore un certain nombre d'étapes importantes à franchir, mais elle a réalisé des gains très importants l'année dernière, et avec des perspectives encore plus fortes pour cette année. J'en citerai juste trois qui sont publiques. La première, c'était d'avoir été retenue, la seule solution retenue par une entreprise qui s'appelle Oracle, pour permettre à Oracle d'exploiter tout le potentiel des datas gérées par Oracle pour son compte de ses clients. Et ISEOP sera cette année, si tout se passe bien, la solution qui sera mise en avant lors de la grande messe de tous les clients d'Oracle qui aura lieu cet automne à San Francisco. Deuxième fait notable, le gain au niveau mondial d'une entreprise pharmaceutique qui s'appelle Sanofi et qui utilise les solutions d'ISEOP pour accélérer la qualité et la vitesse de mise en marché. Leur objectif est de réduire de pratiquement de 50% la vitesse de mise en marché en facilitant considérablement le travail des medical writers. Troisième étape franchie, c'est le gain du groupe BNP Paribas qui a retenu la solution ISEOP pour ses activités de back-office, de reporting, et d'autres très grandes banques sont en train d'emboîter le pas. Sur Locamode, donc c'est un investissement qui a été réalisé conjointement avec en particulier la banque JP Morgan qui est intervenue à la fois en tant qu'investisseur à nos côtés et également qui apporte le financement sur l'ensemble de la flotte d'actifs de matériel loués dans l'ensemble des agences du groupe Locamode. Bertrand Filaire, le patron de Locamode, a fait une bonne année 2019. Évidemment, depuis le mois de mars, l'activité a été impactée.
mais a repris. Et donc, nous restons positifs sur la poursuite du développement de cette activité autour du marché du BTP. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire peut-être sur ces 4 investissements réalisés en 2019. Si on passe à la slide suivante, vous savez qu'on s'efforce chez NextEdge, ça a ses vertus, mais ça a aussi ses limites, mais de ne pas raisonner dans des logiques sectorielles, mais autour des tendances de fond qui nous semblent dessiner la manière dont se structure cette révolution industrielle que nous sommes en train de vivre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit 12 participations qui sont autour de ce qu'on appelle l'économie à la demande et du partage, on y reviendra dans un instant. 5 participations qui sont plus autour de la croissance verte et de l'économie positive. 6 participations qui sont autour de ce qu'on appelle l'Internet industriel et 10 participations qui sont autour de l'économie de la valeur de nos émotions et de la qualité de l'expérience client. Vous pouvez parfois avoir des entreprises qui se retrouvent sur plusieurs tendances de fond. Donc, si vous faites le calcul entre 12, plus 10, plus 6, plus 5, évidemment, ça ne fait pas 19. Une autre manière, si on regarde la page suivante, de regarder les choses, c'est de voir le poids que représentent les plateformes digitales qui sont au cœur de notre stratégie d'investissement, puisqu'elles représentent aujourd'hui 44% de l'ANR investi. On voit ça avec l'INSEA, avec NaturaBuy, avec Iseop, avec Stillset Solutions, avec Corp Academy dans le domaine de l'éducation, Dremio Charter qu'on a évoqué tout à l'heure, WooDrive dans le domaine des données sensibles et de la sécurité, et BAO et Poradoc dans le domaine de la plaisance. Et donc, je pense que c'est un des aspects forts de résilience là-dessus. L'autre point peut-être à noter, c'est un effectif total qui est en progression, puisqu'il a progressé de 14% l'année dernière à de 1400 personnes. Voilà. Jean-David, je te passe peut-être la parole sur notre accompagnement et les premières tendances post-déconfinement. Je pense que c'est vrai que l'année 2019, je le disais, semble déjà très loin. Et en tout cas, on vient de vivre 3 mois d'une intensité rare. Et je tenais à féliciter toutes nos équipes qui sont mobilisées dans cette période. Et je pense que les actionnaires de NextEdge peuvent les remercier également, car il y a eu un vrai travail dans des configurations qu'on va qualifier de nouvelles pour certains d'entre eux, qui s'est montré par un engagement et une solidarité dans l'épreuve que je vais qualifier de remarquable. Donc, il y a eu une première phase d'analyse des risques, puisqu'en fait, ce qu'on a voulu faire très rapidement, c'était identifier d'où venaient les problèmes, et on avait identifié en fait trois masses de problèmes. Bien évidemment, tous ceux qui étaient liés à un risque de trésorerie, ceux qui étaient liés au risque de rupture de la chaîne logistique et ceux qui étaient bien évidemment liés au risque lié au confinement et au fait que certains établissements ne pouvaient plus recevoir du public et que donc leur activité était bloquée. Bien évidemment, les entreprises qui étaient touchées par ces 3 risques étaient les plus, c'est en tout cas celles où on a passé le plus de temps et celles où on a consacré le plus d'énergie pour aider les entrepreneurs à passer ce cap. La bonne nouvelle, c'est qu'à date, il y a eu bien évidemment 0 faillite, qu'il y a eu 0 perte de confiance aussi dans nos équipes d'entrepreneurs. En 2008, on avait connu ces pertes de confiance. Et je veux dire que sur cette crise du Covid, on n'a pas eu cette perte de confiance. Donc, toutes nos équipes sont en place et sont bien en place. Et on peut également dire que certains de nos entrepreneurs ont fait preuve également de solidarité de manière très importante dans cette épreuve et qu'ils ont consacré leur outil productif pour aider justement certaines populations, que ce soit des infirmiers, que ce soit des gens qui avaient besoin de se procurer des masques. Et donc, sur le site internet, vous verrez, il y a eu quelques initiatives de notre portefeuille qu'on tenait à saluer. Alors, si on prend la deuxième phase post-analyse des risques, c'était une phase, c'est la slide d'après, voilà, où on a pris en place des mesures importantes rapidement pour être efficace et pour aider surtout nos entrepreneurs à prendre les bonnes décisions et à prendre les bonnes mesures le plus rapidement possible.
On recevait énormément d'informations diverses et variées de différents organismes. Donc, on a souhaité concaténer et partager ces informations et donc trier ces informations et les mettre en ligne dans un… D'ailleurs, vous êtes les bienvenus sur ce lien, une War Room, ce qu'on appelle une War Room sur LinkedIn, afin de faire profiter à tout notre écosystème, tous nos actionnaires, tous nos entrepreneurs, du meilleur des informations qu'on arrivait à récupérer. Bien évidemment, on a demandé également à tous nos directeurs financiers, tous nos entrepreneurs de faire des worst case scénarios avec une reprise d'activité souvent à partir de septembre. Donc là, je dois dire que la reprise d'activité qui a été plus rapide, en tout cas dans certains domaines que prévu, en tout cas va alléger un peu ces worst case scénarios. Et on a également demandé à certains de nos entrepreneurs de nous signaler toute opportunité éventuelle qu'ils pourraient identifier dans cette crise. Et on a déjà deux opérations, une opération qui sera publique la semaine prochaine, puisque la Chorus a fait une très jolie acquisition dans cette période, et puis une deuxième sur laquelle on a plusieurs build-up en cours, puisque ces crises ont toujours un effet à double détente, hein, c'est qu'il y a certaines entreprises qui passent très bien et qui profitent, et puis d'autres qui consolident, et donc on a déjà des opérations en cours. Donc, on a maintenu un contact permanent avec nos entrepreneurs et nos directeurs financiers. On a souhaité partager avec notre écosystème cette épreuve, parce que c'est dans ces crises aussi qu'on voit où est-ce qu'il y a des trous dans la coque. Et je dois dire qu'au global, on peut être satisfait à date des éléments qui nous ont permis finalement à date de ne réinvestir qu'1,3 million dans le portefeuille, puisque nous avons deux sociétés que nous avons soutenues dans cette épreuve via un compte courant d'associés. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la chance aussi d'être en France, hein, puisque nos gouvernants ont pris des mesures très favorables au soutien de l'économie et au soutien de nos PME. On a 13 sociétés qui ont bénéficié des PGE. Alors, je vous rassure, toutes ont effectivement bénéficié de ces PGE, mais n'ont pas consommé l'intégralité des PGE. Donc, on a certaines sociétés qui ont voulu sécuriser leur trésorerie avec ces PGE. Je rappelle qu'il y a à peu près 12 mois pour envisager le remboursement de ces PGE ou la prolongation de ces PGE. Donc, on est très vigilant sur ces aspects et ce qu'on peut dire, c'est que 80% des employés sont situés sur le sol français, donc ils ont pu bénéficier également, pour certains d'entre eux, des mesures sur le chômage partiel et sur les paiements et les remises d'impôts qui ont été, sur certaines de nos PME, intéressantes également. Voilà, donc Et ce que je propose, Grégoire, c'est de prendre la suite hein, sur la stratégie d'investissement et les enseignements qu'on en tire. Absolument. Alors, on va peut-être commencer par la slide 27 avant de revenir à la slide 26. Donc, on a fait avec toute l'équipe d'investissement et l'équipe développement un travail d'analyse qu'on partage avec vous à cette occasion, mais qui est résumé dans une note qui est un white paper qui était l'analyse sur quels sont les premiers enseignements, il faut être très modeste, qu'on peut tirer à l'issue de cette crise du Covid-19. Hein, on ne sait pas encore si elle est ou pas terminée, et quelles sont les réflexions sur les évolutions de notre stratégie d'investissement. Donc, pour être synthétique, trois choses. On pense que la révolution industrielle que nous sommes en train de vivre a en son cœur trois ruptures technologiques, une autour du digital, une autour de la santé intelligente et une autour de l'innovation environnementale, comme on l'évoquait il y a peu de temps avec Arnaud Benoît. Et quand on constate l'impact de la santé intelligente au sens propre du terme, on a des participations du portefeuille qui ont des activités dans un certain nombre de pays dans le monde, y compris Taïwan. C'est assez frappant d'observer, de voir qu'à Taïwan, il n'y a pas d'impact sur le business en 2020 parce qu'ils ont été intelligents jusqu'au bout en matière de gestion de cette crise. Et donc, on voit bien, si on reprend l'arbre qui était un des cœurs de ce qu'on avait mis dans notre stratégie d'investissement, qui était résumé par le livre qu'on avait sorti en janvier 2017, c'est que dans le digital, on le voit bien,
tout l'enjeu des plateformes digitales et l'intelligence artificielle est en train de prendre une ampleur que je qualifierais de sans précédent. Deuxième point, c'est que l'enjeu de la santé intelligente, quand on voit ses impacts économiques, est extraordinairement structurant. Et puis, dans les ruptures technologiques, on le voit avec l'innovation environnementale qui est une vague de fond qui est en train de tout basculer. Et donc, ça fait écho, nous semble-t-il, à 3 ruptures sociales qui sont en train de se produire. On avait appelé ce qui se passe au niveau de la démographie et ce qui se passe maintenant au niveau des territoires, et avec un appel d'air très important là-dessus. Dans la petite note qu'on a faite, on a dit make local great again. Sur le plan sociologique et en particulier dans la bascule de la verticalité vers la transversalité, et on le voit bien en particulier au travers du télétravail qui est en train, il y aura un avant et un après cette crise-là. Ça ne veut pas dire qu'on va pas revenir au boulot, mais ça veut dire que le travail va changer de nature entre ce qui se passe au bureau et ce qui se passe à distance. Et ceci est perçu de manière encore plus forte quand on en parle avec nos entrepreneurs ou des grands investisseurs américains. Et puis, autour de l'environnement, on voit bien qu'il y a maintenant une urgence qui se dessine très fortement autour de ça. Donc, si on revient à la slide précédente, ce que ça veut dire, c'est qu'on reste autour de ces 4 tendances issues de la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire l'économie positive ou la croissance verte, l'économie et la demande et du partage, l'Internet industriel et l'économie et la valeur des émotions. Nous semble-t-il les 3 grands axes de tendance qui vont être renforcés. C'est ce que nous appelons les besoins jugés essentiels, là où la valeur ajoutée est un must-have absolu. On évoquait avec Arnaud cette question-là de la valeur ajoutée il y a 48 heures. Le deuxième axe, c'est l'accélération dans tout ce qui est l'économie positive et la croissance verte ou la croissance bleue. Et puis, troisième axe, c'est soutenir le besoin existentiel de rassembler, de communiquer et de partager. On voit tout l'enjeu de ce qui se passe à la fois sur les plateformes digitales, mais aussi de ce qui se passe dans les territoires. Je partage avec vous une réflexion d'un patron de groupe d'assurance qui disait c'est évident, la croissance, elle reviendra à partir des territoires parce que c'est là où ça respire et où ça a continué à fonctionner. Je ne rentre pas dans le détail des modèles innovants à fort potentiel et sur l'ampleur et l'impact de la digitalisation des échanges et de l'innovation sur les process industriels, mais vous l'avez compris, tout ce qui est autour de l'innovation renforce la performance, la création de valeur et la résilience dans ces moments-là. Voilà de manière synthétique ce qu'on pouvait dire sur les premiers enseignements là-dessus. Et évidemment, on tient à disposition pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu en prendre connaissance ce white paper rédigé avec le concours de toutes les équipes de NextEdge, que je tiens à remercier parce que sortir ça début mai, c'était un travail remarquable. Je ne sais pas, Jean-David, si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est parfait, Grégoire. Jean-David, tu poursuis sur l'ANR au 31 mars. Oui, donc bien évidemment, et je remercie nos équipes d'investissement, mais je pense qu'il faut aussi remercier toutes nos équipes finance et puis nos valorisateurs indépendants. On a pris la décision, compte tenu de l'impact du Covid, de revaloriser l'ensemble du portefeuille au 31 mars. Bien évidemment, les entreprises qui étaient totalement à l'arrêt, on a eu un soin particulier à bien les provisionner dans la mesure du possible. Et puis celles qui avaient plus de visibilité, on a passé des décotes inférieures. Ce qui nous amène à une prise de provision de 15, enfin, ce n'est pas des provisions, c'est une valorisation en baisse de 15,4% à cette période, qui nous donne un ANR de 103,69 € par action ordinaire. Alors, si on regarde la répartition de l'ANR, on a au 31 mars 2020 220,3 millions d'euros d'ANR qui se décompose en 201,5 millions d'euros d'ANR investis,
et 18,9 millions d'euros de trésorerie. Il y a 36 millions d'euros de liquidités disponibles, puisque je rappelle qu'il y a une ligne de 17 millions d'euros de financement qui, pour l'instant, à ce jour, n'est pas utilisée, mais qui nous permettrait de faire éventuellement appel à ces 17 millions d'euros de trésorerie. Grégoire, peux-tu présenter les objectifs à court et moyen long terme? Absolument. Donc, à court terme, dans le contexte actuel, nous ne nous fixons pas d'objectif d'investissement pour l'année 2020. Nous ne voyons pas de pertinence à être staccanoviste dans un contexte qui est encore incertain. Notre priorité, c'est d'accompagner nos participations et les aider, le cas échéant, à saisir des opportunités de croissance externe, comme Jean-David l'a évoqué tout à l'heure à propos d'Acorus, par exemple, qui vient de réaliser une opération. Et il y en aura probablement d'autres. À moyen et long terme, l'objectif, c'est la poursuite des investissements dans des entreprises de taille moyenne qui continuent à se positionner de manière innovante autour de ces 4 tendances de fond issues de cette révolution industrielle qu'on évoquait à l'instant, et de continuer à progresser avec un objectif d'un portefeuille qui atteigne et dépasse les 500 millions d'euros, avec au moins une quarantaine de sociétés, c'est-à-dire continuer la progression du nombre de participations détenues pour se situer aux alentours d'environ une quarantaine, qui était notre objectif de départ et qui est, pour les connaisseurs, l'optimum de diversification défini par Benjamin Graham, qui a inspiré beaucoup d'acteurs dans le domaine de l'investissement. Donc voilà quels sont nos objectifs à court et moyen terme. Il faut être vigilant et prudent. Il y a des sociétés qui se positionnent très bien et qui s'en sortent. Il y a des sociétés qui ont connu un coup d'arrêt important, mais qui reprennent, et c'est positif. Je rappelle, ce qui se passe en Chine le démontre, que tout n'est pas encore réglé, loin s'en faut, sur la crise du Covid, d'une part, et d'autre part, il faut se féliciter, Jean-David le rappelait, de l'ampleur des moyens mobilisés par le gouvernement français, comme par l'Europe, comme par un certain nombre de gouvernements au travers le monde. Et donc, ça, si la récession était d'une brutalité extraordinairement forte, probablement la plus forte depuis 1929, on peut espérer que les moyens mobilisés permettent d'en atténuer l'impact. Néanmoins, il faut se rappeler 2 choses. La première, c'est au travers des PGE que Jean-David a évoqué tout à l'heure, on est dans une situation où la dette dans un certain nombre d'entreprises, le bas de bilan a été beaucoup développé et qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé dans une situation où déjà les fonds propres de nos entreprises en général, je parle au niveau de l'économie française, n'étaient pas surdéveloppés. Ça générera des opportunités pour pouvoir investir dans, je le crois, de meilleures conditions. Mais je pense qu'on ne peut pas sous-estimer ce que pourrait être éventuellement la fin de cette année en termes sur le plan économique, sur le plan financier, mais aussi sur le plan social. La partie la plus dure, ça n'était pas le confinement, c'est le déconfinement, en formulant évidemment l'espoir qu'il n'y ait pas de deuxième vague. Voilà. Bien, merci Grégoire. Alors, nous sommes un peu trahis par la technique, puisque si je comprends bien, l'enregistrement vidéo ne fonctionne plus. Donc, vous n'avez plus le plaisir de nous voir, Jean-David et moi. Mais j'espère que vous pouvez toujours nous entendre. Bon, on essaye de régler le problème. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à le régler d'ici la fin de l'Assemblée générale. Nous allons maintenant entrer dans la partie à la fois présentation de la gouvernance, ses évolutions, notamment au niveau du Conseil, et bien sûr après la partie essentielle qui consiste à voter les différentes résolutions. Alors, si nous commençons par présenter la gouvernance, on rappelle qu'au cours de l'année 2019, le Conseil de surveillance s'est réuni 5 fois et que le taux de présence aux réunions a été de 78,6% hors comité.
Le comité d'audit, lui, s'est réuni 4 fois pour exercer son contrôle sur les comptes de la société et étudier les procédures de contrôle interne. Le taux de participation s'élève à 75%. Et enfin, le comité des nominations et rémunérations s'est réuni 4 fois au sujet principalement des nouvelles nominations et du traitement des jetons de présence. Le taux de participation aux réunions du comité des nominations s'élève à 92%. Concernant la RSE, responsabilité sociale et environnementale, l'ordonnance du 19 juillet 2017 a remplacé le rapport par une déclaration de performance extra-financière. La déclaration vise les sociétés dont le total du bilan de chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils qui sont de 20 millions de total de bilan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net et un nombre moyen de 500 salariés. Nextage n'est pas soumis à ce décret puisqu'il est en dessous des seuils. Néanmoins, le gérant continuera à en prendre en considération des critères ESG dans sa politique et sa stratégie d'investissement. Je rappelle par ailleurs que le gérant est signataire des United Nations Principles for Responsible Investment et à ce titre répond à ses engagements de reporting PRI par un reporting public intégrant les participations détenues par Nextage. Et enfin, au titre de ses missions, le conseil de surveillance veille également à ce que les actionnaires et les investisseurs reçoivent une bonne information sur la prise en compte des enjeux extra-financiers significatifs pour la société. Concernant la rémunération, donc comme déjà indiqué en préambule de cette Assemblée générale, l'ordonnance 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux et les différents décrets portant transposition des directives 2017-828 font que la société est désormais soumise au régime français du CNP issu de la loi Sapin 2. Désormais, donc, comme on l'a déjà dit, la politique de rémunération doit être approuvée ex ante et concernera à la fois la rémunération du gérant et la rémunération de l'ensemble des membres du conseil de surveillance et les critères de répartition. Et ce, y compris la rémunération proposée pour le président du conseil de surveillance. Et deuxièmement, la rémunération effectivement versée au gérant et au président du conseil de surveillance seront approuvées ex post. En ce qui concerne les jetons de présence, je rappelle que l'Assemblée générale du 11 juin dernier avait reconduit l'enveloppe globale de 200 000 €. Le montant de l'enveloppe est alloué sous réserve des conditions de présence. Le conseil de surveillance a pris des nouvelles modalités de fixation des jetons de présence par un système de points reflétant la présence effective aux réunions et le règlement intérieur a été modifié en conséquence. Le président du conseil, lui, a proposé de rester à un niveau de rémunération de 50 000 € sans déclencher l'enveloppe allouée au président de 80 000 € dont le principe avait été initialement acté par le conseil. Le montant total des jetons de présence versés aux membres du conseil s'élève à 167 012,35 €. En ce qui concerne le contrôle, premièrement, le comité d'audit est composé de 3 membres indépendants sur 4 et se réunit au moins 4 fois par an pour examiner les comptes et l'actif net réévalué. Le comité de nomination et de rémunération est composé de 3 membres et se réunit au minimum 2 fois par an, mais vous avez vu que l'an dernier, il s'est réuni 4 fois. Les CAC sont, vous le savez, KPMG et RSM, et notre expert comptable chargé d'établir la comptabilité est de l'autre. La revue indépendante de la valorisation des participations d'un côté est confiée au cabinet social. Et enfin, le dépositaire de nos titres de participation est la Société Générale. Nous allons donc maintenant passer à la présentation générale des résolutions. Alors, premièrement, dans les propositions qui seront présentées à l'Assemblée générale, il y aura d'abord dans les résolutions 1 à 11 et la résolution 25, une délégation de compétences à la gérance en matière d'émission et de rachat d'actions. Comme vous le verrez, Jean-Marc Moriani nous le détaillera, il y a peu de modifications par rapport à 2019. La seule modification de montant proposé concerne la délégation au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées pour tirer profit des nouvelles opportunités apportées par la loi Pacte avec l'introduction du plan d'épargne retraite. Vous vous souvenez,
pour résumer, que Nextage Croissance était ouverte aux compagnies d'assurance. Et là, nous étendons Nextage Croissance pour lui permettre d'accueillir les souscriptions reçues dans le cadre du PER. Donc, nous modifions en conséquence l'autorisation permettant ces augmentations de capital au titre de Nextage Croissance. Deuxième partie de la résolution sera l'approbation des comptes annuels sociaux, les états financiers IFRS, ce sont les résolutions 12 à 15. La résolution 16 traite des conventions réglementées et la composition du Conseil est traitée par les résolutions 17 à 20. Je vous rappelle qu'au 31 décembre dernier, le Conseil était composé de 12 membres et il y avait un collège de censeurs de 2 membres. Les mandats des membres du Conseil de Mme Sandrine Duchesne et de censeur de M. Mazen Tamimi arrivent à l'échéance à l'issue de la présente Assemblée et ne seront pas renouvelés. Par ailleurs, à la suite du non-renouvellement du mandat de Mme Sandrine Duchesne, Bifamily Office, représenté par M. Philippe Bresson, a accepté de démissionner du conseil de surveillance avant l'échéance de son mandat afin de répondre à un souci de resserrement du conseil de surveillance tout en permettant le respect de l'équilibre homme-femme. Nous remercions ici Mme Sandrine Duchesne pour ses apports au sein des travaux du conseil. Et nous vous demandons de ratifier la nomination de M. Philippe Bresson en qualité de censeur, comme ça nous ne le perdons pas, en qualité de censeur du conseil de surveillance en remplacement du mandat non renouvelé de M. Mazen Tamimi. Nous rappelons que M. Philippe Bresson ou Bifamily Office sont membres du conseil de surveillance depuis l'AG du 6 janvier 2016. Il vous est également proposé de ratifier le renouvellement des membres dont le mandat arrive à terme à l'occasion de cette Assemblée générale, à savoir Mme Sophie Midi, Mme Valérie Chapoulou-Floquet et M. Arnaud Benoît. Ces différentes évolutions réduiront la taille du conseil de 12 membres plus 2 censeurs à 10 membres plus 2 censeurs, tout en respectant les règles de parité des genres. La fixation du montant des jetons de présence, résolution 21, reste inchangée à 200 000 €. Le C-on-Pay, résolution 22 à 24, consiste d'abord à vous faire approuver les principes de rémunération du gérant. Nous vous rappelons que ces principes sont d'ailleurs statutaires et qu'il est rappelé que cette commission s'établit à 1,25% de l'ANR jusqu'à 300 millions d'euros d'actifs nets, 1% entre 300 et 500 millions et 0,75 au-delà de 500 millions. Nous rappelons aussi que ce niveau est très attractif par rapport aux pratiques habituelles dans les véhicules de capital investissement. Enfin, en ce qui concerne la répartition des jetons de présence entre les membres du Conseil, nous prévoyons un montant de 200 000 € alloués aux membres avec des critères de répartition suivants. Rémunération fixe de 50 000 € allouée au président du Conseil. Rémunération fixe allouée aux autres membres du Conseil de 5 000 € annuellement, complétée par une rémunération variable en fonction des participations au Conseil et comité. Le versement de cette rémunération, montant fixe inclus, étant soumis à une présence minimale à 2 conseils ou comités. Enfin, la délégation de pouvoir pour les formalités et la résolution 26. Je vais maintenant demander à Jean-Marc Aureli de nous expliquer plus précisément les différentes autorisations d'agir sur le capital qui vous sont donc demandées dans le cadre des résolutions 1 à 11 et 23. Très bien. La seule modification notable par rapport aux autorisations que vous aviez données à l'issue de l'Assemblée de l'année dernière concerne la première résolution. Il y a deux modifications dans cette première résolution. C'est une résolution qui préexistait, mais dont le bénéfice était réservé de fait à Nextage Croissance. Pour ceux qui ne seraient pas familiers, je le rappelle, Nextage Croissance, c'est un véhicule assurantiel, une unité de compte, que nous avons créé en 2016 à la suite des ouvertures qui avaient été permises par la loi dite croissance ou loi Macron, quand il était ministre des
Finances et qui avait permis à NextEdge, avec le support de nos amis d'AXA, d'avoir pu proposer la première unité de compte incluant du capital investissement. Et donc, les équipes de NextEdge, et en particulier Grégoire Santi, ont continué à travailler de façon extrêmement active dans le cadre de la loi Pacte. Et ce que nous avons souhaité faire, c'est refléter les opportunités nouvelles permises par la loi Pacte, notamment dans le cadre du plan épargne retraite. Et donc, nous avons ouvert le bénéfice de cette résolution, non plus simplement à NextEdge Croissance, mais à l'ensemble des structures qui pourraient être incluses dans des plans épargne retraite ou toujours dans des unités de compte d'assurance vie. Et donc, sachant que, bien évidemment, l'essentiel, ou la quasi-totalité plus exactement, des sommes levées par le biais de ces véhicules est réinvestie dans NextEdge SCA. Et donc, la modification à cette résolution, c'est les bénéficiaires, ça n'est plus seulement NextEdge Croissance, c'est l'ensemble des véhicules qui s'inscrivent dans le cadre de l'assurance vie et des plans épargne retraite, et deux, compte tenu de ce que nous pensons être le potentiel et le développement possible, rendu possible par la loi Pacte, nous avons souhaité solliciter votre autorisation pour emporter le montant de 50 millions à 60 millions sur une base annuelle. Donc voilà la modification essentielle. L'intégralité des autres résolutions n'est pas modifiée. Les modifications de prix qui apparaissent dans la colonne de droite du tableau sont en fait le reflet de modifications légales, sachant que pour toute opération où il n'y aurait pas le maintien d'un droit préférentiel de souscription, le prix et les conditions de l'opération dont vous donnez délégation au gérant doivent faire l'objet d'une confirmation et validation préalable par le conseil de surveillance, et je vous rappelle qu'à peu près 70% de l'actionnariat est représenté au conseil de surveillance. Voilà ce qu'on peut dire sur les résolutions pour l'action sur le capital. Peut-être juste préciser que ce qui concerne le prix, donc on est passé d'un moyenne pondérée des 3 derniers jours, moins 5%, moyenne pondérée, moins 10%, mais ça c'est l'évolution normale prévue par la loi. Mais tu n'avais pas donné 5 et 10, voilà. Et je rappelle juste ce petit point-là. Voilà. Ah, voilà, la technique est de nouveau avec nous, et donc vous avez la chance de pouvoir nous voir. Le bonheur, oui, le bonheur. Bien. Nous allons donc passer au vote des résolutions. Alors, comme je l'ai déjà dit, ce vote est sans surprise, puisque nous avons déjà les résultats, puisque vous ne pouviez voter que par correspondance ou en donnant pouvoir au président, donc qui a voté massivement en ce qui concerne l'ensemble des résolutions. Et donc, nous allons vous faire part du résultat des votes. Alors, premièrement, au titre de l'Assemblée générale extraordinaire, la première résolution qui était la délégation de compétences donc pour élargir les augmentations de capital aux véhicules de plan d'épargne retraite, comme vient de le détailler Jean-Marc, je peux vous dire qu'il y avait donc 867 000 votes pour et il y avait 8 246 votes contre. Voilà. Donc, toutes les résolutions sont bien sûr très largement adoptées. Les 652 000 abstentions. C'est NextEdge Croissance. C'est NextEdge Croissance qui ne peut pas voter. Voilà. Ah. La deuxième résolution, c'est la résolution qui concerne le fait de émettre ensuite des élections de préférence une fois que l'augmentation de capital a eu lieu. Là, il y a un vote parfaitement unanime, 1 500 000. La troisième résolution, vote également totalement unanime, donc 1 500 000 voix pour. La quatrième résolution, nous avons nos 8 246 votes contre, tous les autres ont voté pour. La cinquième résolution, pareil, 8 246 votes contre, tous les autres pour. La sixième résolution, également 8 246 votes contre, tous les autres pour. La septième résolution,
Même punition, même motif, 8246 votes contre, tous les autres pour. La 8e résolution, pareil, nous avons toujours un récalcitrant donc, qui est constant dans sa politique de vote. Idem pour la 9e résolution, 8246 votes contre, tous les autres pour. La 10e résolution, également 8246, tous les autres pour, ainsi que la 11e. Voilà, parce que même avec l'incorporation de primes, il est contre. Bon, admettons. En ce qui concerne l'Assemblée générale ordinaire, donc les comptes sont approuvés à l'unanimité, aucun vote contre. Les états financiers IFRS sont approuvés à l'unanimité. Le quitus à la gérance est approuvé à l'unanimité. L'affectation de résultat d'exercice est approuvée à l'unanimité. L'approbation des conventions et engagements réglementés, on vous rappelle qu'il y en avait 3 qui n'ont pas été modifiés. Nous retrouvons 8246 votes contre. En ce qui concerne Madame Sophie Midi, elle a su convaincre tout le monde et donc le vote est unanime. Il en est de même pour Madame Valérie Chapoulot-Floquet, vote unanime. De même pour Arnaud Benoît, vote unanime. En ce qui concerne la nomination de Philippe Bresson, il a 66 622 votes contre, 1 462 000 votes pour. La rémunération annuelle globale allouée au conseil de surveillance, nous avons unanimité de votes pour. De même, pour l'approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux, unanimité pour. Et de même, l'approbation de la politique de rémunération de la gérance, unanimité pour. Il en est de même pour la politique de rémunération des membres du conseil de surveillance, vote pour. Et enfin, en ce qui concerne l'approbation de la politique de rémunération des membres du conseil de surveillance, nous n'avons pas l'unanimité. Il y a encore 8246 votes contre, tout le reste a voté pour. Et enfin, pouvoir au gérant, là, nous retrouvons l'unanimité. Parfait. Eh bien, merci. Merci à tous. Merci à ceux qui ont assisté à cette Assemblée générale, que ce soit physiquement ou que ce soit par visioconférence. Merci évidemment à Grégoire et à Jean-David pour leur participation très utile à cette Assemblée générale. Merci au-delà de Grégoire et Jean-David à tous les membres de l'équipe de Nexted Jam et qui a continué à fonctionner, on va dire presque normalement, durant toute cette épidémie de crise. Voilà. Merci à tous et à bientôt, j'espère, plus physiquement encore que cette fois-ci. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir.